Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues. Tous les experts s'accordent pour dire que nous sommes entrés dans une ère multicrise. Covid-19, guerre en Ukraine, événements climatiques, crise économique, la liste continuera sans nul doute à s'allonger. Face à ce constat, l'Union européenne, habituellement si prompte à se reposer sur les capacités d'autorégulation du marché, s'est depuis quelques années décidée à changer de doctrine et cherche à adapter ses règles pour mieux faire face à ces bouleversements. Si cette mue, encore inimaginable il y a encore 3 ans, doit nous réjouir, l'UE se cantonne encore à de la gestion post-crise plutôt qu'elle ne crée de véritables outils d'anticipation. Certes, la communication de ce jour, la Commission témoigne d'une volonté de mieux gérer en amont les risques, mais nous sommes encore loin d'avoir atteint cet objectif. Les divergences d'intérêts des 27 et le manque de ressources propres ne nous aident pas à atteindre l'ambition de rapidité et d'efficacité que l'Union affiche. C'est notamment le cas en matière de sécurité et de souveraineté économique, sujet à l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Je ne nie pas que de belles avancées ont été obtenues en la matière, qu'il s'agisse de REPowerEU, du CHIPS Act, du plan industriel du Pacte vert, de l'instrument anti-subvention ou encore de l'accélération des projets importants d'intérêt européen commun. Mais les mesures les plus emblématiques ont une portée limitée, les rendant insuffisantes face à la force de frappe de pays comme la Chine et son plan Made in China, lancé en 2015, ou plus récemment les États-Unis et son Inflation Reduction Act. Plan d'un montant de 400 milliards de dollars visant à enfin faire rentrer le pays dans une ère écologique, mais en favorisant les entreprises américaines à grands coups de subventions publiques et de crédits d'impôt. Je ne cherche pas à être défaitiste en disant ceci, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui-même reconnu l'insuffisance des mesures européennes en disant, et je le cite, « Ce que nous avons fait n'est pas suffisant au niveau européen. Il faut, avec beaucoup plus de force et avec des instruments financiers beaucoup plus puissants, défendre notre industrie européenne. » Face aux risques commerciaux de délocalisation d'entreprises du vieux continent vers les États-Unis et de la perte de notre avance technologique en matière d'écologie, l'Europe s'est réveillée, mais bien tard, et les 27 se déchirent sur la méthode à avoir, en particulier concernant la possibilité d'accorder des subventions publiques. D'un côté, les pays scandinaves sont hostiles à ouvrir la manne des subventions par tradition libérale. D'autres pays ont décidé de tirer parti de l'assouplissement temporaire des règles liées à leur attribution, mais insistent pour que les dérogations soient limitées dans le temps. Enfin, les pays de l'Est sont quant à eux inquiets de ne pas pouvoir suivre les pays qui disposeraient de plus de moyens qu'eux pour subventionner des entreprises et redoutent qu'une course aux aides se mette en place en Europe. Pour remédier à ce grief, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait proposé la création d'un fonds de souveraineté européenne dont les contours ont été précisés ce jour, rebaptisé simplement plateforme des technologies stratégiques. Cette solution consisterait à prévoir des financements communautaires pour aider les pays européens qui n'ont pas les moyens de subventionner massivement leur industrie et à éviter une fragmentation du marché unique. Mais la question du financement de ce fonds se pose et au vu des annonces de ce jour, il apparaît qu'il sera alimenté par les crédits non encore utilisés de Next Generation EU. Mais le problème est que si elles ne sont pas encore décaissées, ces sommes sont bel et bien déjà engagées vers d'autres projets. De plus, certains chercheurs soulignent que le plein potentiel du fonds ne pourra être exploité que lorsque le marché unique des capitaux aura définitivement abouti, car l'afflux d'investissements privés ne pourra se produire efficacement que s'il existe de vastes réserves de capitaux privés patients, ce qui manque actuellement dans l'UE. La pertinence de la création d'un tel fonds interroge donc, et une voie alternative se dessine, celle de la mise en place d'une préférence européenne. Déjà évoquée par le président de la République avec sa suggestion d'élaboration d'un Buy European Act, elle aurait l'avantage de limiter la concurrence des pays tiers et d'inciter à la production sur le territoire européen. Il s'agirait alors par exemple de mieux contrôler les investissements réalisés dans les pays tiers, de réformer les conditions d'accès au marché public en favorisant les entreprises implantées dans l'Union européenne, ou encore de réviser les droits de douane pour les importations hors Union européenne. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières fait d'ailleurs un premier pas dans ce sens d'une préférence communautaire, de même que le règlement relatif aux subventions étrangères, faussant le marché intérieur. Il semblerait donc logique de continuer dans cette voie tout en allant plus loin. J'admets que l'équilibre à trouver est ténu entre préservation des intérêts des 27 États membres et nécessité de ne pas créer de conflit commercial avec des pays tiers. La préférence européenne m'apparaît toutefois une piste intéressante à explorer face à un fonds de souveraineté qui pourrait devenir un simple échelon supplémentaire des P2IEC et qui perdrait ainsi toute valeur ajoutée. Je souhaiterais donc, Madame la Ministre, connaître la position que tiendra la France quant aux diverses pistes proposées pour sécuriser et rendre souveraine l'économie européenne. La balance vous semble-t-elle pencher davantage vers des solutions proposées et si oui, laquelle ? J'ajouterai en outre pour conclure qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui devrait nous guider, à savoir réagir rapidement et efficacement face à des risques économiques. N'oublions pas que le plan chinois a 7 ans et que l'Inflation Reduction Act existe depuis bientôt 1 an.
Nous devons faire en sorte de disposer de nouveaux outils pour défendre nos industries européennes dans les meilleurs délais. À ce stade, la Commission ne semble pas chercher à construire une réelle stratégie et seulement ouvrir une réflexion sur cette thématique de la sécurité économique. Nous comptons donc sur le gouvernement pour plaider une accélération du processus. Je vous remercie. Merci, cher collègue.